Yo, c'est Noémie, bienvenue dans un nouveau Weekly Reading Vlog. On est lundi, il est 21h31. Je vous ai pas pris plus tôt aujourd'hui, j'ai fait pas mal de choses en fait. J'ai uploadé de vidéos et fait d'autres trucs. Voilà, tout simplement. Je suis déjà en retard sur la lecture commune de Lore, puisque je ne l'ai pas commencé, alors que je suis censée lire 101 pages. Génial. Donc, j'avais l'intention de reprendre Princess Bride ce soir, mais finalement non, ce sera plutôt celui-ci, si je veux pas être trop à la bourre. Je l'avais complètement oublié. Il m'est complètement sorti de l'esprit dans la journée. C'est pas très grave. Donc, cette semaine, objectif, finir ces 2 livres. Je vais commencer par Princess Bride parce que je l'ai commencé. Je suis maintenant page... Je ne sais pas. 87, je crois, quelque chose comme ça. Il me semble que c'est ça. Je suis page 87, j'ai dû lire 40 pages à peu près hier soir. Alors, l'histoire a commencé. Enfin, ce que je croyais être l'histoire a commencé. On a le personnage principal, enfin, pas sûr que ce soit le personnage principal. On a une princesse. C'est pas une princesse d'ailleurs, je sais pas pourquoi je vous dis que c'est une princesse, ce n'est pas une princesse. On a une jeune femme qui s'appelle Bouton d'Or, qui est une très belle femme, qui va tomber amoureuse du valet de ferme au service de sa famille. Elle vit avec ses parents, elle est fille unique, il me semble. Ils sont pas très riches, mais voilà, ils ont quand même une certaine situation. Et donc, il y a ce fameux valet de ferme, elle va finalement tomber amoureuse de lui, après l'avoir un petit peu martyrisé toute sa vie, sauf qu'il va partir en Amérique pour faire fortune, pour être digne d'elle, et vraisemblablement, il va être tué par des pirates. Donc il va mourir et elle se retrouve, voilà, c'est la fin du monde pour elle. Elle va jamais plus aimer personne parce que voilà, c'était le grand amour de sa vie. Et on a un conte peut-être, non, le prince. Un conte, suis-je bête. Le prince, qui du coup est à la recherche d'une jeune femme à épouser parce que son père, qui est donc le roi forcément, est mal en point, et il va devoir bientôt prendre la place de son père sur le trône, donc devenir roi, et il veut absolument que cette charge, en fait, cette charge de régner sur le royaume, lui soit le plus vite possible ôtée des épaules. Tout ce qui l'intéresse, lui, c'est la chasse, donc il veut se marier vite pour avoir un héritier vite, et régner, oui, mais principalement se décharger sur son fils une fois qu'il sera en âge de commencer à gérer le royaume, comme c'est le cas pour lui, parce qu'actuellement c'est plus ou moins lui qui gère le royaume, vu que son père est très mal en point. Pour l'instant j'en suis là, et du coup il va se marier avec Bouton d'Or vraisemblablement. Pour l'instant c'est pas encore officiel, mais ils se sont rencontrés et elle a accepté de l'épouser. Donc on va voir comment l'histoire évolue. Je vais pas le reprendre ce soir puisque je suis censée lire Lore. J'ai téléchargé le livre audio, donc je vais pouvoir écouter la lecture en même temps que je l'ai sous les yeux. Il y a beaucoup de texte quand même. Et il y a 100 pages, donc 100 pages en 1 heure en français, c'est faisable. En VO, pas sûr. Je tablerai plus sur 1h30, 2 heures peut-être. J'espère que je vais pas m'endormir comme ça avait été le cas avec This Violent Delights et le début de Master of One. Je pense que ça doit être la VO qui me fait somnoler, c'est terrible. Lore, c'est ma lecture commune du coup avec les autres personnes qui participent au read-along de Fairyloot, puisque c'était le livre de la Fairyloot du mois de janvier. Le thème c'était mythologie grecque, et on est effectivement sur de la mythologie grecque. Je vous rappelle, donc c'est écrit par Alexandra Orakan, je ne vous l'ai pas redit. On est à New York de nos jours, et une compétition meurtrière est sur le point de commencer, c'est l'Agon. Tous les 7 ans, Zeus punit les dieux en les renvoyant sur Terre sous forme mortelle, et ils sont pourchassés par les descendants d'anciennes lignées qui souhaitent les tuer pour récupérer leur immortalité et leur pouvoir de dieu. Voilà, c'est tout. Je ne veux pas lire plus du résumé puisque c'est le pitch de base, et voilà, je préfère pas en savoir beaucoup plus. De toute façon, comme je vais le commencer là, je vais en apprendre un petit peu. Il est magnifique.
ce bouquin est incroyable. Alors j'ai ma petite carte puisque j'avais pioché le 6 de cœur pour lequel je devais lire une VO et ça tombait bien. Et on a le character art, les end pages qui sont marbrés, le foil embossé sur le hardback, on a la dust jacket qui est illustrée et le dos aussi qui est embossé avec du foil. Il est magnifique. Malheureusement, j'ai récemment entendu des avis pas très bons sur ce livre. Donc, on va voir. On va voir. Du coup, je vais le commencer ce soir. Et puis c'est tout. Ce sont les 2 seules lectures que je vais me caser pour cette semaine. Non, je vais aussi me faire une lecture audio à partir de demain du coup, puisque vous savez que j'aime bien commencer une lecture audio en allant au boulot et en revenant du boulot sur le trajet en voiture. J'aime bien avoir un livre audio. Et je vais regarder du coup dans ma bibliothèque. Alors, qu'est-ce que j'ai lu? Je vais le lire ce soir. Ouh. Le prochain sur ma liste, que je n'ai pas encore lu, c'est... Je vais le sortir parce qu'il est dans ma pile à lire physique, forcément, puisque vous savez que j'aime bien écouter les livres que j'ai en papier. C'est Monsieur de E.L. James, c'est l'autrice de 50 Shades of Grey. Il me semble que je vous l'avais dit à l'époque, quand j'ai découvert que ce titre allait sortir. Le personnage principal de cette histoire s'appelle Trevelyan. Et la maman de Christian Grey s'appelle... c'est le docteur Trevelyan Grey, non composé. Trevelyan étant son nom de jeune fille, vraisemblablement. Alors, soit, c'est noté à aucun moment hein, dans le résumé, donc soit c'est dans le même univers avec un personnage de la même famille, bien qu'on ne soit pas forcément obligé de voir les autres personnages, soit ça n'a rien à voir, c'est une histoire totalement différente, et dans ces cas-là, l'autrice est juste pas inspirée pour créer les noms de ces personnages. Ce qui serait vraiment con quand même. Voilà, donc c'est de la romance érotique. Ça fait longtemps que j'en ai pas lu. Et là, je vais carrément l'écouter. Ce sera ma première expérience audio de ce genre. Écoutez, on va voir ce que ça donne. Hein. Ce sera peut-être tellement ridicule que je voudrais arrêter et je passerai plutôt sur le papier et je commencerai un autre livre audio. Mais bon, je pense pas qu'il y aura 2 scènes de fesses déjà dès le départ. On verra. Alors, je sais plus de quoi ça parle. Alors, croyez-le ou non, mais je viens juste de découvrir la couverture. J'étais persuadée que c'était du papier peint. Mais en fait, non, pas du tout. On est sur un genre de lac, je sais pas, avec un genre de pagode. J'étais persuadée que c'était le papier peint d'une chambre d'hôtel. À cause de cet encart là, je pensais que c'était une plaque d'accueil en fait d'hôtel. Mais non, pas du tout. Alors, Londres 2019. Le séduisant Maxime Trevelyan a toujours mené une vie facile. Riche aristocrate, il n'a jamais travaillé et a rarement dormi seul. Et lorsque la tragédie frappe, son existence est bouleversée. Maxime hérite du titre, de la fortune et des domaines familiaux avec toutes les responsabilités que cela implique, un rôle auquel il n'est pas préparé. Mais son plus grand défi est de lutter contre son irrépressible attirance pour une jeune femme au passé trouble, dénuée de tout, qui vient d'arriver en Angleterre. Fasciné par cette mystérieuse musicienne, aussi discrète que belle, Maxime voit son désir se transformer en amour, un sentiment qui lui est encore inconnu. Qui est vraiment Alessia Demaci? Maxime peut-il la protéger du péril qui la menace? Et comment réagira-t-elle lorsqu'elle découvrira que lui aussi cache des secrets? Du cœur de Londres aux cornouailles sauvages, en passant par la beauté austère des Balkans, Monsieur est un thriller érotique qui tiendra le lecteur en haleine jusqu'à la dernière page. Un thriller érotique? Eh ben alors là, je sais pas du tout ce que ça peut donner. Why not? Écoutez, on verra, je vous dirai ça demain, parce que du coup j'aurais lu 20 minutes aller, 20 minutes retour, ça fait 40 minutes, multiplié par 2 puisque je lis vitesse x2. Donc ouais, à peu près 1h30, on verra où j'en suis. Je pense que du coup, en 1h30, je pense que j'aurais atteint au moins la page 100. Et ouais, quelque part par là. Du coup, je pourrais vous dire un peu plus ce que j'en pense et de quoi ça cause exactement. Voilà, du coup, il est en train de télécharger. Je vais lancer aussi le téléchargement de Lore, puisqu'il faut que je le commence tout à l'heure. Je vais mettre mon téléphone à charger et je vais aller prendre ma douche, puis me mettre au lit et commencer celui-ci. Et je vous retrouverai demain pour la suite de ce vlog. On est mardi, il est 20h31 et je vais pas vous prendre très longtemps. Hier soir, j'ai commencé Lore que j'ai
lu et écouté en même temps. Je vous ai dit, hein, j'ai téléchargé la version audio. Pour l'instant, ça me plaît bien, mais je suis pas très loin. J'ai lu une trentaine de pages, je crois. J'ai pas réussi à atteindre les 100 pages que j'étais censée lire hier. J'étais fatiguée et il était tard. Déjà, je me suis prise trop tard en fait. Donc je vais essayer aujourd'hui pas de rattraper mon retard parce qu'il faudrait que je lise 160 pages. Ça me paraît beaucoup quand même. Au niveau justement d'anglais, c'est compréhensible. Voilà, c'est un anglais courant. Il n'y a pas d'envolée lyrique pour l'instant en tout cas. J'ai commencé Monsieur de E.L. James et je viens de le finir. C'était trop bien. Oh ma... Alors je m'y attendais pas. Hein. De E.L. James, la seule autre chose que j'ai lue, c'est 50 Shades of Grey. Il faut savoir que j'avais lu 50 Shades avant que ça ne devienne 50 Shades. Parce que, pour ceux qui ne sont pas au courant, à l'époque de Twilight, l'autrice, donc E.L. James, avait écrit une fanfiction de Twilight avec les personnages de Twilight, quoi. Et cette fanfiction, c'est 50 Shades of Grey. Voilà. Elle a juste après retravaillé son texte pour sortir une histoire inédite, sans employer les personnages de Twilight. Mais bon, vous voyez bien dans le film, enfin si vous avez jamais lu les livres, peut-être que vous avez vu le film, j'en sais rien, mais au niveau schéma familial, voilà, on reconnaît le même schéma que dans Twilight. Donc en fait, voilà, à l'époque, 50 Shades, avant d'être 50 Shades, c'était... je sais même pas si le titre... je sais pas ce que c'était le titre, je m'en souviens plus. Mais en tout cas, je l'avais lu à l'époque où c'était une fanfiction de Twilight. Donc je connaissais déjà l'histoire. Quand le roman est sorti, forcément, j'ai voulu redécouvrir cette histoire parce que je trouvais ça tellement énorme, en fait, qu'une autrice soit publiée... après avoir écrit une fanfiction de Twilight. Je vous rappelle, hein, Twilight, c'est une grosse période de ma vie, donc ça a marqué ma vie de lectrice et c'est une série à laquelle j'attache énormément d'importance, même si, voilà, on peut dire ce qu'on veut. Hein, c'est qualitatif, oui ou non, on s'en fiche. C'est pas ce qui est important pour la façon dont cette histoire est restée dans ma mémoire. Bref, du coup, et je les ai tous lus, même les réécritures du point de vue de Christian. J'étais pas obligée, mais bon, fidèle jusqu'au bout. Du coup, quand Monsieur est sorti, bah forcément, j'avais envie de découvrir cette nouvelle histoire, quoi. Je reste fidèle à l'autrice malgré tout, et ben écoutez, franchement, il y a de l'évolution, les amis. Il y a de l'évolution dans le style de l'autrice, il y a de l'évolution dans la complexité de l'histoire. C'était fantastique. Donc, pour vous rappeler un petit peu, parce que je vous ai lu le résumé hier. Donc, on va faire la connaissance de Maxime Trevelyan qui vient de perdre son frère. Son frère est décédé il y a 3 semaines, je crois. Son frère aîné qui était comte de Trevthick, qui est un village en Cornouailles. Donc, il hérite du titre de comte. On a notre personnage féminin qui s'appelle Alessia, qui va débarquer dans la vie de Maxime parce que elle est femme de ménage en fait. Elle vient de débarquer en Angleterre. On sait que son voyage ne s'est pas passé, ça n'a pas été un voyage de tout repos. On commence par un prologue en fait où c'est elle qui parle et où elle fuit quelque chose. Comme si elle avait été enlevée en fait et qu'elle réussit à s'enfuir. Et donc on va apprendre un petit peu par la suite ce qui s'est réellement passé. Je vais pas vous le dire pour pas vous spoiler parce que je crois que c'est pas marqué dans le résumé. Et en gros, on va suivre du coup ces deux personnages qui vont apprendre à se connaître, apprendre à s'apprivoiser, qui ont une passion commune pour la musique, parce que Maxime, bien qu'il ait jamais travaillé, de temps en temps il fait un petit peu le DJ et il adore la musique. Il compose, il joue, et elle joue du piano et elle adore ça. Donc on va suivre un petit peu leurs aventures. Je vous rappelle que c'est un thriller érotique, donc on a des scènes de fesses, forcément, que j'ai trouvé vraiment très bien écrites. D'ailleurs au début, je me suis un peu inquiétée parce que je me suis dit attendez, elle dit rien là, enfin je veux dire les scènes de sexe au départ, parce que Maxime est un homme à femme, jusqu'à ce qu'il rencontre Alessia, bien entendu, vous vous doutez bien que voilà quand même un minimum, hein. Et du coup on assiste à quelques-unes de ses conquêtes, mais on va jamais jusqu'au bout. Au niveau des scènes de sexe, je veux dire, on n'approfondit jamais les scènes de sexe au départ. Et du coup, je me suis dit, c'est censé être un thriller érotique quand même. Mais en fait, c'est parce que c'est
C'était pas le personnage féminin qu'il fallait pour approfondir ces scènes-là. Du coup, on va avoir effectivement des scènes de sexe plus approfondies, plus explicites. On n'a absolument rien de vulgaire là-dedans, que ce soit dans les scènes de sexe ou même de manière générale. Par contre, on a pas mal de violence. Je vous ai dit que Alessia avait vécu quelque chose d'extrêmement difficile. On a de la violence physique, on a de la violence verbale. Oui, il y en a bien sûr, mais c'est vraiment la violence physique qui est assez importante, en tout cas dans le passé d'Alessia, dans ce qu'elle a vécu pour venir en Angleterre. Donc sachez que voilà, ça peut être un peu difficile à certains moments. En tout cas, on va donc les suivre. Et bah du coup forcément à la fin, pas à la fin, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais disons que l'histoire se déroule somme toute pas trop mal, jusqu'au moment où le passé d'Alessia va la rattraper en fait, quasiment vers la moitié du récit je dirais à peu près. Ce qu'elle a fui dans le prologue va la rattraper. Ça va commencer à vraiment être le côté thriller du coup à partir du milieu du roman, même si nous on se pose des questions depuis le départ parce que on assiste à cette scène quoi, alors que Maxime lui il a pas ces infos là. C'était vraiment cool. Je l'ai pas encore passé dans Copile, je pense que je ferai ça tranquillement jeudi, peut-être demain, mais pas ce soir là, parce que ce soir il faut absolument que je me remette dans Lore. Mais alors, c'était trop bien et il faut que je retrouve le passage. Vous vous souvenez, la semaine dernière, je vous disais, quand je vous parlais de Iskari, je vous disais que le manque de communication dans cette histoire, Maxime lui dit ça, lui dit ah bah voilà, ça y est, je l'ai retrouvé. J'ai retrouvé le passage. Ouf, je vais pouvoir mettre un petit post-it. Je me suis mis une note sur mon téléphone sur la version audio, mais là je viens de tomber dessus, je l'ai sous les yeux. Donc, je vais vous le citer. Tu as vécu un cauchemar, personne ne peut imaginer ce que tu as enduré. Mais tu ne peux pas t'enfuir chaque fois qu'on a un problème. Parle-moi, pose-moi des questions, sur tout ce que tu veux, je suis ici, je t'écouterai. Engueule-moi, crie-moi dessus, je ferai pareil. J'aurai tort, tu auras tort, peu importe. Mais pour régler nos différends, nous devons communiquer, nous parler. Merci. Merci, purée. Et il faut que ce soit dans un thriller érotique, qu'on ait ce type de discours. Non mais... Voilà, et j'ai perdu ma page du coup, j'ai pas mis mon post-it et j'ai perdu ma page. Mince. Bon, je la retrouverai, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis une note sur mon téléphone, donc je la retrouverai, c'est pas un souci. Voilà, donc ce petit passage a enchanté ma journée. Et si c'est pas un genre qui vous rebute totalement, la littérature érotique, lisez-le parce que franchement c'était chouette, c'était vraiment chouette. J'ai beaucoup aimé et le côté un peu sérieux, alors il y a aussi un côté sérieux dans 50 Shades puisque à partir du tome 3, déjà dans le tome 2, on aborde quand même le harcèlement sexuel, on aborde quand même le détournement de mineurs et la pédophilie, techniquement, pas que techniquement d'ailleurs, mais les choses tournent mal vers la fin, donc je sais pas si vous avez lu 50 Shades ou vu, sinon je vous spoil pas trop non plus. Mais voilà, il y a quand même des sujets graves qui sont abordés. Mais là, on est vraiment sur ce côté-là. On parle d'immigration aussi, du côté hyper traditionnaliste du pays d'où vient Alessia. Je vous l'ai pas dit, je vous le dirai pas. Vous découvrirez ça. Voilà, c'est un pays qui tend à se moderniser, mais il y a toujours des petits villages qui sont hyper traditionnalistes et où la place de la femme est... Voilà. C'est pas génial quoi. C'était trop bien. Je suis trop contente. Et j'ai hâte de le passer dans Copile, mais comme je l'ai dit, je ferai pas ça tout à l'heure. Je ferai pas ça là, maintenant, ce soir. Et j'avais dit que je vous parlerais pas longtemps et ça fait déjà 17 minutes que je vous parle. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vais retourner dans Lore et puis je vous reprendrai demain pour la suite de ce vlog. On est mercredi, il est 18h40. Je viens de rentrer du boulot. Alors, je sors tout mon attirail. Pour ne rien oublier de vous dire, j'ai noté monsieur dans Copile, je lui ai mis 18 sur 20, 5 étoiles. Voilà, c'était vraiment top. Une chose que je vais pas revenir parce que je vous en ai déjà parlé un petit peu hier, une chose que je vous ai pas dite, c'est que on alterne les points de vue, même dans un chapitre. C'est-à-dire on n'a pas un chapitre du point de vue d'Alessia, un chapitre du point de vue de Maxime. Même dans un chapitre, on alterne, parfois les paragraphes sont du point de vue de l'un ou du point de vue de l'autre. Et je crois que c'est un petit peu problématique à la lecture physique du bouquin, parce qu'il me semble qu'il... Ouais, c'est ça. Il n'y a pas de démarcation entre les paragraphes. Du coup, on passe de l'un à l'autre sans vraiment savoir qu'on est en train de... Enfin, si, on s'en rend compte au bout d'un moment, parce qu'on a quand même des espaces entre les paragraphes. Donc,
quand on a compris la mécanique, voilà, on comprend qu'on passe de l'un à l'autre. Mais il n'y a pas de police d'écriture différente, ou bien il n'y a pas écrit juste avant le prénom de la personne qui parle. Maxime parle à la première personne, et le point de vue d'Alexia est un point de vue omniscient. Alexia, j'ai dit Alessia, je sais plus, bref, c'est Alessia. Et du coup, la version audio de ce livre est racontée par un homme et une femme. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, même si, quand c'est le point de vue d'Alessia, c'est la femme qui parle, mais elle fait aussi les voix masculines. Et quand c'est le point de vue de Maxime, c'est l'homme qui parle, mais il fait aussi les voix féminines. Alors que, mais c'était vraiment cool, hein, cette alternance de point de vue dans l'histoire, contrairement à 50 Shades, et d'ailleurs c'est pour ça je pense qu'elle a écrit ensuite le point de vue de Christian, parce que c'est quelque chose qui avait manqué un petit peu peut-être aux lecteurs, lectrices. Là, c'est pas le cas, il y a vraiment le côté un peu complet, on voit les deux points de vue des deux personnages. Ce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Si, pour vous donner la notation Copile un peu plus précise, donc 9 pour les personnages, 10 pour l'atmosphère, 8 pour le style, 10 pour l'histoire, 9 pour l'intrigue, 9 pour la logique et 10 pour le plaisir. Et donc ça fait 18 et 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads et 9,29 de moyenne dans Copile. Et donc je vous disais que l'alternance des points de vue au niveau des voix dans la version audio était sympa, mais que la fille parle quand c'est le point de vue d'Alessia, mais elle fait les voix masculines. L'homme parle quand c'est le point de vue de Maxime, mais il fait aussi les voix féminines. Contrairement à Thérapie du crime que j'ai commencé aujourd'hui, je l'ai commencé ce matin, je suis chapitre 5. Je viens de lire le chapitre 4 qui m'a fait mourir de rire. Non, je viens même de lire le chapitre 5. C'est pas possible. C'était un chapitre très court. Voilà. Donc je vais mettre mon petit marque-page. Je suis page 66, chapitre 6. Je vais mettre mon petit marque-page que Caroline m'a offert. Alors j'ai choisi volontairement celui-ci. De temps en temps, ça m'arrive, je pioche et je prends le premier marque-page qui vient. Mais là, je l'ai choisi volontairement parce que c'est Sophie Jomain. Vous savez que c'est une de mes autrices chouchou. J'adore cette femme. Chaque fois que je la rencontre en salon, c'est vraiment... c'est super, voilà. Elle est vraiment super. Et alors, à chaque fois qu'elle écrit un truc, je craque, voilà. Et le marque-page de Caroline, donc, elle a brodé mon prénom dessus et elle a choisi un tissu Liberty pour l'arrière, et je sais pas, c'est hyper réconfortant pour moi. Le Liberty, ça me fait penser à l'Angleterre, un peu cosy, voilà, et donc les deux vont très bien ensemble. Voilà, donc la raison pour laquelle j'ai choisi le marque-page de Caroline, qui n'a rien à voir avec ce que je voulais vous dire au départ, c'est-à-dire que j'ai commencé l'audio de Thérapie du crime ce matin dans la voiture en allant bosser. J'en ai lu encore un petit peu, enfin j'en ai écouté encore un petit peu en revenant du travail, et là on a aussi un homme et une femme qui se partagent la lecture de ce titre, mais cette fois-ci, la femme fait toutes les voix féminines et l'homme fait toutes les voix masculines. On a une alternance de points de vue par chapitre, je crois, cette fois-ci. Il me semble pas que pour l'instant on ait eu d'alternance de points de vue dans un même chapitre. Donc une fois on a Alice qui parle et une autre fois on a Xavier qui parle. Et donc je vous dis, même quand c'est du point de vue d'Alice, alors c'est des points de vue à la première personne, on n'a pas de point de vue omniscient, mais quand c'est un chapitre du point de vue d'Alice, et ben Xavier intervient, enfin Xavier, le narrateur qui fait la voix de Xavier intervient pour faire la voix du fils d'Alice par exemple, qui est donc un garçon. Il fait voilà, toutes les voix masculines, même si c'est pas le personnage principal masculin qui parle. Est-ce que c'est clair? Je sais pas, je m'embrouille alors qu'en fait c'est super simple. Je pense que vous avez compris. Mes explications compliquées ne vous aident pas. Bref, pour l'instant je m'éclate. Comme je vous l'ai dit, je suis page 66, je vais entamer le chapitre 6, c'est phénoménal. Et donc c'est un roman qui est écrit par Sophie Jomain et Maxime Giglio. Et alors, il faut que je vous lise la dédicace, parce que je viens seulement de la relire. Vu que je l'ai commencé en audio ce matin, j'avais pas sorti tout de suite le bouquin. Donc, la dédicace, je l'ai depuis Colmar 2019, donc fin novembre 2019. Donc la dédicace de Maxime pour Noémie de la part de l'andouille du binôme. Et la dédicace de Sophie, juste en dessous avec la petite flèche. Et quelle andouille, comme je suis heureuse qu'ils le reconnaissent. Voilà, donc vous imaginez un petit peu le ton du récit, bien que on soit sur une enquête policière. Mais avec un côté hyper feel good, très humoristique, Sophie Jomain, quoi, réconfortant. Alors je dis pas qu'elle fait que ça, hein, parce que Sophie Jomain est aussi capable d'écrire des romans contemporains avec un sujet très... grave, quand je dis grave, je pense plus au mot gravité dans le sens un peu plombant, quoi, que dans le sens oh mon Dieu, c'est très très grave. Même si l'un va bien avec l'autre aussi. Quand la nuit devient jour, par exemple, ce roman m'a détruite. Ça reste Sophie Jomain, donc
C'était fantastique. Donc, ce roman, je vais vous parler de celui-ci et pas de l'autre. On va faire la connaissance d'Alice, qui est une psychologue clinicienne, psychothérapeute, sexologue, consultation individuelle ou en couple sur rendez-vous. Notre personnage principal féminin s'appelle Alice, elle a 35 ans. Elle a un fils, son fils est né à la suite d'une relation très très courte. C'était le père de son fils, c'était un coup d'un soir en fait. Ils savaient de base qu'ils n'avaient rien en commun et ils n'avaient pas envie d'une relation. Ils ont fait ce qu'il fallait selon eux. Voilà, ils élèvent leur fils conjointement. Toutes les 2 semaines, il est pendant 2 semaines chez sa mère, puis il part 2 semaines chez son père. Ça se passe bien, voilà. Jusqu'à présent, leur fils ne se pose pas spécialement de questions. Il va bientôt avoir 14 ans. Il vit les choses relativement bien. Voilà, il a toujours vécu les choses comme ça. De toute façon, ses parents ont toujours vécu séparés, donc pour lui, il n'y a rien de... Il n'y a pas vraiment eu de traumatisme au sens vraiment traumatisant du terme. Donc, ça se passe plutôt bien. Elle a son cabinet, elle est assez réputée, elle a une approche de la psychologie pas conventionnelle, mais qui a fait ses preuves. Elle est vraiment réputée, son agenda est booké, vraiment, vraiment plein, et voilà, et elle sort... Elle a une amie très très proche avec qui elle sort de temps en temps, surtout quand son fils est chez son père du coup. Pour l'instant, je n'en sais pas spécialement plus sur ce personnage. Si, je sais, puisque je viens de l'apprendre, que avant le père de son fils, plus de 15 ans avant, elle a eu le cœur brisé quand elle avait 19 ans. Et du coup, elle a mis très 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 longtemps à vouloir ressortir, etc. Alors je ne sais pas par qui elle a eu le cœur brisé pour l'instant, parce que j'ai ma petite idée. Voilà, je me dis qu'il y a forcément un lien entre les 2 personnages principaux, sauf s'ils se rencontrent et qu'ils se connaissent pas avant. Mais la dernière phrase que je viens de lire me fait supposer que c'est pas le cas. Donc, elle a eu le cœur brisé il y a très longtemps. Elle a attendu très longtemps après ce chagrin d'amour qui l'a dévasté pour refréquenter quelqu'un. Et c'est à ce moment-là qu'elle a couché avec le père de son fils. Et depuis, voilà, elle s'est consacrée à l'éducation de son fils. Et puis, maintenant, elle a envie d'une vraie relation, de construire quelque chose avec quelqu'un, de refaire confiance à quelqu'un. Donc elle sort avec sa meilleure amie, mais contrairement à sa meilleure amie qui elle est une femme totalement indépendante et qui veut rien de ce genre, pas de relation sérieuse, elle aime sortir, s'amuser, voyager, etc. Elle aime sa liberté. Elle veut vraiment se poser. Et donc, ça c'est notre personnage principal féminin. Et donc on a un personnage principal masculin qui s'appelle Xavier et qui lui est gendarme, policier. Dans les derniers chapitres, on a beaucoup parlé de gendarmerie, donc je dirais plutôt gendarmerie. Il est gendarme. Je me demande s'il n'est pas commandant. Il est commandant, c'est écrit dans le résumé. Et il enquête sur un homicide, une orthodontiste dont le corps a été retrouvé dans un parking. Et alors, il a un petit truc un peu particulier, Xavier, c'est qu'il a un super instinct. Genre, il a vraiment des intuitions, 9 fois sur 10, il a raison, quoi. Et ça n'a rien ni de scientifique, ni de tangible, c'est vraiment juste, voilà, il a un super instinct. Ça lui cause quelques soucis au boulot, parce que du coup, les gens ricanent un peu dans son dos, se moquent de lui, parce qu'ils ne le croient pas, en fait, ils croient qu'il est un petit peu timbré, tout simplement. Mais il a une adjointe, une de ses collègues, je ne sais pas si c'est une de ses adjointes, mais il a une de ses collègues qui lui fait confiance, même si elle réussit quand même à lui faire garder un petit peu les pieds sur terre, parce que ça pourrait lui causer des problèmes avec sa hiérarchie si jamais il s'entête dans ses intuitions qui sont probablement justes, mais comme il n'a pas de preuves pour étayer ses hypothèses, sa hiérarchie ne le suit pas. Et c'est notamment le cas sur cette nouvelle enquête, puisqu'il va quasiment immédiatement faire le lien avec 2 enquêtes qui datent de quelques jours, quelques semaines peut-être auparavant, sur pareil 2 autres femmes qui ont été agressées dans des circonstances totalement différentes. Il y en a une des 2 qui a été poignardée, je crois, à la suite de ce qui vraisemblablement serait un cambriolage chez elle, et une deuxième qui a été retrouvée, il me semble, dans la forêt, ou enfin dans la nature, et qui, elle, a été violée. Donc les modes opératoires sont totalement différents, mais lui, il fait tout de suite le lien entre ces 3 femmes, et il est persuadé que c'est la même personne. Donc il va, voilà, c'est son instinct, je vous dis, qui lui fait dire que ce sont les mêmes personnes. Du coup, il rumine un peu parce que il fait un petit peu la remarque, mais sa boss, la commissaire, et il me semble qu'elle est commissaire, je suis désolée pour les termes de hiérarchie de l'armée, ou de la police, ou de la gendarmerie, ou je sais pas quoi, j'y connais rien, mais il me semble que c'est la commissaire de la gendarmerie, du commissariat, je sais pas les termes techniques, je suis désolée,
qui l'envoie chier en fait, qui lui dit ben non mais attends, je peux pas te suivre sur ce coup-là, personne te suivra, à moins que tu aies des preuves. Et ils ont un passé commun apparemment, ils ont couché ensemble à une époque et ça s'est pas très bien fini. Du coup ben lui il pense que c'est en partie pour cette raison qu'elle le suit pas et qu'elle lui en veut encore. Elle dit qu'elle assure tout le temps ses arrières et que c'est juste parce que c'est logique en fait qu'elle ne suive pas sur ce coup-là. Il rumine et il va se retrouver chez... alors je pense que ça doit être son meilleur ami, qui est également un ancien collègue qui est paraplégique à la suite d'un accident de voiture. Il va lui parler de cette enquête. Et ce fameux meilleur ami qui lui était pareil, un super fin limier, il avait des connexions, et d'ailleurs il a encore des connexions parce que suite à son accident, il a été un peu remisé aux archives, le tri des dossiers, tout ça. Il est pas resté très longtemps, il a vite compris que ça le gonflait et du coup il a préféré prendre sa retraite anticipée. Malgré tout, il a quand même gardé des contacts et il est un peu en sous-marin en fait, il espionne pas vraiment, mais voilà, il se tient au courant de ce qui se passe. Et il a été, alors je vais pas vous dire quoi parce que je veux pas non plus trop entrer dans les détails de cette enquête, mais lui, son fameux meilleur ami, il va découvrir un lien entre les 3 victimes et il va même découvrir que sur les, je sais pas, 10 dernières années peut-être, il y a 9 autres cas qui peuvent peut-être se rapporter à cette fameuse enquête. Le suspect, qui pourrait éventuellement coller donc à cette enquête de serial killer, hein, donc la personne qui vraisemblablement pourrait faire le suspect idéal dans cette enquête, est un patient de notre Alice, de notre psychologue clinicienne, et il se trouve que la dernière phrase sur laquelle je suis arrivée, hein, Xavier se dit... Voilà, donc il voit que c'est le nom d'Alice, Alice Rivière, psychologue clinicienne, blablabla. Toute la misère du monde s'abat sur mes épaules. Pitié, n'importe qui, mais pas elle. Est-ce que vous voyez le lien que j'ai moi-même établi? On verra, ça se trouve, c'est pas ça, hein, ça n'a rien à voir. Mais du coup, je me dis que peut-être Xavier, ce serait le gars qui lui aurait brisé le cœur. C'est vraiment génial. Je prends mon pied, mais laissez tomber. Franchement, c'est trop cool. Je suis ravie. Je suis ravie. Et je vous dis, ce côté... la version audio avec le narrateur masculin qui fait toutes les voix masculines, même quand c'est pas son point de vue, et la narratrice féminine qui fait toutes les voix féminines, même quand c'est pas le point de vue de notre personnage principal féminin, c'est trop bien fait. Voilà, donc c'est génial. Il y a une certaine harmonie, tout comme il y a l'harmonie dans l'écriture de ce roman et dans le duo de toute façon de base que forment Sophie et Maxime. J'ai hâte de m'y remettre. Mais j'ai d'autres priorités, malheureusement, puisque je suis censée lire Lore cette semaine. Je ne l'ai pas lu hier. Je suis toujours dans la partie que j'étais censée lire lundi et on est mercredi. J'ai avancé, j'ai lu un chapitre entre midi et 2. Je suis page 46, chapitre 5. Du coup, ça c'est mon projet pour ce soir. Je vais vous parler des sorties des derniers jours puisque je ne l'ai pas fait là. Sont sortis hier. Du coup, j'ai un roman contemporain en français qui s'appelle Grandir un peu. C'est écrit par Julien Rampin et on est sur un roman intergénérationnel avec une jeune femme de 35 ans qui va louer l'appartement d'une personne âgée contre de menus services. Donc, une relation un peu personne âgée adulte. Donc, vous savez, les romans avec des personnes âgées, j'ai adoré tout ce que j'ai lu de Virginie Grimaldi. Du coup, j'ai envie d'en lire un peu plus. Pas sûr que ça me plaira, mais il faut que je tente. Et ensuite, j'ai 3 titres en VO et rien qui est sorti aujourd'hui. Donc, c'est 3 titres qui sont sortis hier. Le premier, c'est The Bone Maker. C'est de Sarah Beth Durst, pardon. C'est de la high fantasy, donc la fantasy adulte bien costaud, avec une femme qui veut ressusciter son mari qui est mort à la guerre il y a plusieurs années, suite au combat final contre le gros méchant, en gros. Voilà. Le problème, c'est qu'elle va être obligée d'utiliser une magie interdite, la magie des os, d'où le titre The Bone Maker, puisque le sorcier qu'ils ont vaincu il y a plusieurs années, lui, avait été poursuivi pour avoir créé une armée de squelettes animaux zombies, quelque chose comme ça. Voilà. Et donc elle veut utiliser plus ou moins le même procédé pour ressusciter son mari. On est dans un univers où cette magie des os est totalement interdite et où du coup les cadavres sont incinérés. Il ne faut pas que les os puissent être en libre service pour qui que ce soit. Le seul moyen qu'elle a d'éventuellement en récupérer, c'est de retourner sur le champ de bataille où son mari est tombé et où ils ont vaincu ce sorcier maléfique il y a plusieurs années. Ensuite, j'ai noté Sweet and Bitter Magic de Adrienne Toulet. On est aussi sur de la fantasy. On a une sorcière qui est condamnée à ne jamais aimer et une jeune fille qui cache une magie assez dangereuse et on est sur de la romance FF,
donc c'est plutôt cool. Et le dernier c'est Sing Me Forgotten, on est sur de la fantasy aussi, et c'est une réécriture du Fantôme de l'Opéra, écrite par Jessica S. Olson. Et la couverture est juste incroyable, j'ai pas besoin d'en savoir plus. Je n'ai jamais lu ni vu le Fantôme de l'Opéra, mais ça fait très gothique, et c'est une histoire qui m'interpelle et qui m'intéresse. Faudrait peut-être que je lise ou que je vois une fois, d'abord lire la version originale, avant de découvrir cette réécriture. Je pense que ça peut être une bonne idée. Mais en tout cas, ce titre me fait très envie. Je vous mettrai dans la barre d'infos le lien vers la chaîne YouTube de Becca. Je vous en parle souvent, c'est une booktubeuse anglaise que j'adore, que je suis et que j'adore. Et Becca a une boutique de bougies, beurre corporel, et depuis quelques temps, quelques semaines, elle fait aussi des sprays, des parfums d'ambiance en fait. Et alors, les bougies, j'en achète plus, j'ai eu un accident avec une bougie il y a pas longtemps, donc j'en achèterai pas. Celles que je reçois dans la Fairy Loot, je vous l'ai dit dans mon unboxing, je les garde juste pour le parfum, mais je les allumerai jamais. Je me suis rabattue sur les sprays d'ambiance, que je vais même pas pouvoir utiliser non plus parce que mon chéri est trop sensible aux odeurs. Super, c'est pas grave, j'utiliserai dans la voiture. Donc, elle a sorti 3 sprays d'ambiance, les 3 premiers. Sur les 3, il y en a 2 qui étaient sold out au moment où j'ai regardé, et c'était 12 heures après la mise en vente, la première mise en vente. J'ai juste pas été assez rapide parce que j'étais au boulot en fait, au moment où la vente a été ouverte, et voilà, j'ai raté les deux autres. Du coup, j'en ai un, c'est Make Me Your Villain, inspiré par la série Grisha, et inspiré principalement, il me semble, par le personnage du Darkling. J'ai pas encore lu Grisha, mais c'est ma lecture commune d'avril avec Diane, et en fait, elle crée ses produits, bougies, beurre corporel et spray d'ambiance, en s'inspirant des odeurs qui sont décrites dans les romans. C'est-à-dire qu'à un moment dans son roman, Les Bardugo a précisé que ce personnage sentait comme, en l'occurrence, l'or liquide, et Becca s'inspire de ce qui est mentionné, voilà, ces détails qui sont mentionnés dans les bouquins. Elle prend des notes, elle prend énormément de notes sur ce sujet, tout ce qui est odeur, parfum. Donc sa boutique s'appelle Grace and Honey, voilà, Liquid Gold, donc or liquide. Et je vous mettrai du coup en barre d'infos le lien vers la chaîne de Becca et le lien vers le site, vers sa boutique en fait, tout simplement. Alors c'est un parfum masculin, logique, mais je trouve qu'il sent trop bon. Je le mettrai dans ma voiture, c'est pas grave. J'ai un truc, un genre de diffuseur, au lieu de mettre des huiles essentielles, parce que jusqu'à présent j'avais de l'huile essentielle de menthe poivrée, ben, je mettrai ça à la place, voilà. Puis ça ira très bien comme ça. je serais ravie. Voilà, cette fois-ci c'est tout. Et du coup, je vais surveiller les autres produits de Becca à l'avenir si elle propose d'autres sprays d'ambiance, puisque c'est effectivement un produit qui me plaît pas mal. Donc, cette fois-ci, j'arrête de blablater et je vous retrouve demain pour la suite de ce vlog. On est jeudi, il est 13h58 et je vous retrouve pas très longtemps, je pense, pour faire un petit point sur mes lectures parce que ça a un petit peu bougé depuis que je vous ai parlé hier soir. J'ai commencé Thérapie du crime hier matin, j'ai continué un petit peu hier après-midi en revenant du boulot. J'avais mis le petit marque-page de Caroline. Je vais enlever le petit marque-page de Caroline parce que je l'ai terminé cet après-midi. Voilà, je l'ai terminé là en revenant du boulot, étant donné que le jeudi... je bosse 3 heures le matin seulement, mais c'est du travail interne, j'ai pas d'accueil, j'ai pas de public, donc je peux avoir mes écouteurs sur les oreilles en même temps que je bosse à côté. Bah, du coup, je l'ai terminé. Alors, c'était vachement chouette, j'ai beaucoup aimé. Je regrette le côté assez simple de l'enquête policière, puisqu'il s'agit bien d'un roman policier. J'avais un petit doute au départ, je ne savais pas trop dans quelle catégorie le ranger, mais on est vraiment sur une enquête policière. Bon, il y a d'autres thématiques qui sont abordées en parallèle, mais c'est vraiment le thème principal, quoi. Le genre principal, en tout cas, de ce roman. J'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'ambiance, j'ai beaucoup aimé l'histoire, la relation entre les personnages, l'écriture des auteurs est juste fantastique. On sent une complicité entre les auteurs en même temps qu'on sent la complicité entre les personnages. C'était vraiment génial. Comme dit, je regrette juste un tout petit peu que l'enquête ait été aussi simple. Non, pas forcément, parce que ça a quand même été un petit peu mouvementé. Mais je m'attendais à être extrêmement surprise à la fin, et en fait, pas du tout. C'est pas grave. C'était pas le but à la base du roman. Le but, c'était de me faire passer un super moment de détente, ce qu'il a parfaitement réussi. Je le rentrerai dans Copile un petit peu plus tard, et du coup, je vous redirai... ce soir, je pense quelle est sa note. En tout cas, c'était vraiment très chouette et j'ai passé un super moment.
Je n'ai pas commencé d'autres livres audio pour l'instant, puisque celui-ci, je viens juste de le terminer et je pense que j'en commencerai un demain matin en allant au boulot. Par contre, hier soir, j'ai avancé un petit peu dans Lore. Il me reste ce petit bout là pour atteindre la partie que j'étais censée lire lundi, mais je m'y suis prise très tard hier soir. C'est de ma faute, hein, vous savez, vous me connaissez maintenant, j'ai procrastiné. J'ai fait d'autres choses, j'ai regardé des vidéos YouTube que j'avais pas encore vues, j'étais un petit peu sur mon téléphone et du coup quand j'ai commencé à lire, il était déjà très tard, donc j'ai perdu un petit peu de temps de lecture, sachant que je me suis quand même couchée très tard, malgré ma lecture démarrée tardivement. J'ai mes petits post-it à côté de moi parce que quand j'ai commencé ce roman, au prologue, à la toute première page en fait, parce que c'est pas vraiment un prologue, en gros c'est le poème qui explique ce qu'est l'Aegon et comment Zeus a puni les dieux. Bon, il explique pourquoi, il explique ce qui s'est passé et comment ça se déroule approximativement. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, ouf, j'ai eu un pressentiment que j'aurais besoin de mes petits post-it. Alors je suis page 71, chapitre 8. J'avais raison. Là, j'ai mis plein de post-it. Pas parce que j'ai trouvé que les phrases étaient jolies ou que c'était drôle. Bon, il y a un moment où c'est très drôle, donc j'ai noté ce petit moment-là. Mais principalement parce que l'autrice distille les informations qui nous permettent de comprendre le fonctionnement de cet univers au fur et à mesure en fait que son personnage daigne bien nous les expliquer. Et daigne aussi les expliquer à son colocataire qui lui est un mortel qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire mais qui va être entraîné malgré lui là-dedans. Et donc notre personnage va expliquer un petit peu comment ça se déroule. Du coup j'en sais un peu plus, je vais pouvoir vous expliquer un petit peu plus, mais je ne vais pas non plus trop rentrer dans les détails parce que... Alors je sais que ça peut en agacer certains. J'en ai discuté avec mon chéri hier, je lui disais mais je comprends pas ce qui se passe, c'est pas logique pour moi, pourquoi ça marche comme ça et voilà, et j'étais hyper frustrée, mais en même temps ça me faisait me poser des questions et j'ai eu les réponses à mes questions. Je vous le dis, au fur et à mesure qu'on avance, voilà, on a des petites infos qui sont distillées ici et là, du coup ça répond à nos questions. Mais je peux comprendre qu'il y en a certains qui se disent mais attends mais ça c'est pas logique, pourquoi, comment ça marche, et du coup que ça gonfle. Je peux comprendre ça. Moi, ça n'a pas été le cas. Et pourtant, ça aurait pu. D'autant que c'est de l'anglais, donc ça demande une concentration supplémentaire. Mais je suis hypée par l'histoire, en fait. J'ai vraiment envie de découvrir ce qui se passe. Donc, je vais pouvoir rectifier certaines petites choses que je vous ai dites au départ. Je vous avais dit que l'Aegon, c'était la compétition qui opposait les 7 dieux qui avaient été punis par Zeus suite à une rébellion qu'ils avaient fomentée contre lui il y a des centaines et des centaines et des centaines d'années, voire des milliers d'années peut-être, je ne sais pas, qui était pourchassé par les descendants d'anciennes lignées de dieux. Alors non, oui et non. Ça marche comme ça, sauf que, déjà à la base ils n'étaient pas 7 mais 9, donc il y a 9 dieux qui ont été punis par Zeus pour une rébellion. Enfin ça c'est ce qu'on veut bien nous faire croire, parce qu'en fin de compte c'est peut-être pas aussi simple que ça. Je vous laisse découvrir pourquoi. Et en fait ce ne sont pas les descendants d'anciens dieux qui les punissent, mais les descendants d'anciens héros, du type Achille, Hercule, Persée, Thésée. Ce qui est un peu plus logique, parce que j'avais du mal à comprendre comment les lignées d'anciens dieux pouvaient tuer les nouveaux dieux. Je comprenais pas en fait. Zeus les a bannis sur Terre pour les punir, mais ils ont quand même conservé leur pouvoir et leur immortalité. Quel aurait été le but de s'entretuer? Ils auraient très bien pu vivre chacun de leur côté sur Terre. C'est sûr, ça fait chier de ne pas être sur le mont Olympe. Ce n'est jamais mentionné. Jusqu'à présent, ça n'a pas été mentionné une seule fois, le mont Olympe. Mais bon, je suppose que c'est... C'est comme ça que j'imagine un petit peu. Et donc en fait, voilà, j'ai l'explication. C'est que Zeus a ordonné aux descendants de héros de traquer, chasser, tuer les dieux qui avaient été punis, et pour récupérer leur pouvoir et devenir eux-mêmes les réincarnations, la nouvelle version de ces dieux. On a Athéna qui vient de débarquer, qui elle est la déesse originelle Athéna. Il nous reste aussi, pas grand monde au final, parce que, alors il est censé rester aussi Hermès, mais je vous l'ai dit dans le prologue, on assiste à l'assassinat d'Hermès, donc on sait que Hermès n'est plus là, et on parle aussi d'Apollon. Alors le problème c'est que, le problème c'est pas un problème, mais il y a un petit mystère autour d'Apollon, parce que Athéna proteste quand Lo explique à son meilleur ami qu'il reste Athéna, Apollon et machin. Et elle lui dit mais non, Apollon il est mort à la fin du dernier Aegon, donc il y a 7 ans plus tôt quoi. Et en fait Lo nous explique que on n'a jamais retrouvé son corps, on n'est pas sûr qu'il soit vraiment décédé. Il peut très bien se faire passer pour mort, s'être fait passer pour mort, et utiliser un des clans
descendants des héros pour prospérer. Par exemple, Aphrodite, donc la réincarnation de la déesse Aphrodite, elle dirige l'un des clans, je ne sais plus lequel, des héros, est à la tête de ce clan, et elle a monté tout un business à Hollywood. Pareil pour le descendant des héros, un descendant du héros qui a tué Arès, le dieu de la guerre. Eux, leur empire, c'est dans les armes, et du coup, c'est eux, grâce au pouvoir principalement du fameux descendant de héros qui a tué Arès, parce que j'arrêtais pas de dire au départ que c'était le descendant du dieu, mais non, en fait, c'est le descendant du héros qui a tué le dieu. Enfin, c'est pas le héros qui a... J'espère que vous avez compris, parce que c'est pas évident à expliquer. C'est très clair dans ma tête, mais c'est pas évident à expliquer. Grâce à ses pouvoirs, aux pouvoirs qu'il a récupérés du dieu Arès, du coup, qui se sont transmis d'assassin en assassin des réincarnations précédentes de ce dieu, il envenime les conflits un peu nationaux et internationaux, de façon à ce que son trafic, enfin pas son trafic, mais son entreprise, son empire d'armement prospère. Voilà, en gros. Et c'est tout ce que j'ai à vous dire pour l'instant. Alors, c'est pas écrit là, mais je crois que c'est écrit sur la couverture originale. Bind your fate to mine. Lis ton destin au mien. C'est ce que Athéna propose à Laure, puisqu'on sait qu'il y a 7 ans, les parents et les sœurs de Laure ont été assassinés à la fin de l'Aegon. Et en fait, c'est totalement interdit. L'Aegon, c'est tous les 7 ans et ça dure 7 jours. À la fin du 7e jour, c'est terminé. Il n'y a plus de représailles. Si vous avez perdu quelqu'un pendant l'Aegon, vous n'avez pas le droit de vous venger après. Vous êtes obligé d'attendre 7 ans pour que l'Aegon recommence et éventuellement pouvoir partir en quête de vengeance, quoi. Mais pendant les 7 ans qui suivent le dernier jour de l'Aegon, il y a une trêve. C'est comme ça. Voilà. Sauf que cette trêve n'a pas été respectée par Aristos, qui est l'ancienne réincarnation d'Arès, qui a ordonné que les parents et la sœur de Laure soient tués, puisque il y a très très longtemps, à l'époque de l'arrière-grand-père de Laure, cette même réincarnation, je crois que c'était déjà Aristos, j'ai un doute, peut-être c'était celui d'avant, j'en sais rien. En tout cas, avait également ordonné l'extermination du clan des Perséides, puisque Laure fait partie du clan des Perséides, dont le symbole est la Gorgone, parce que... Alors, il a ordonné l'extermination du clan tout entier, oui, à une exception près, puisque Zeus, quand il a ordonné aux héros, aux descendants de héros, de chasser, de traquer, de tuer les dieux, il a offert certaines armes à certains clans. Le clan de Laure, donc le clan des Perséides, a été doté d'un bouclier, et pas n'importe quel bouclier, le bouclier de Zeus, celui avec lequel on voit très très souvent Athéna, et seul un descendant de la lignée à qui a été offert le cadeau, là en l'occurrence c'est le bouclier, mais peut-être qu'il y a eu d'autres cadeaux offerts par Zeus à d'autres clans, peut manipuler et utiliser cet artefact. Du coup, le clan d'Aristos, là, ils ont tué tout le monde sauf une personne, parce que avec l'extinction de la lignée vient la destruction de l'artefact. Donc ils veulent quand même conserver l'artefact. Ils sont obligés de laisser quelqu'un en vie. En l'occurrence, l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Laure et sa génération, c'est elle, la dernière survivante des Perséides, et ils ont massacré toute sa famille, comme je vous l'ai dit, le lendemain de la fin de l'Aegon. Et du coup, Athéna débarque, elle est au courant de toute l'histoire, elle sait même qui a tué ses parents et ses sœurs. Laure, elle s'en fiche un petit peu, parce que ce qu'elle veut, c'est punir Aristos, la personne qui a ordonné qu'on les tue, la personne qui tenait la lame, elle a fait qu'obéir aux ordres. C'est un monstre aussi, mais c'est celui qui a donné l'ordre qui compte le plus pour elle et dont elle veut absolument se venger. Malheureusement, elle ne veut plus rien avoir à faire avec l'Aegon, et si elle tue Aristos, ou en tout cas la réincarnation d'Aristos, et ben elle va récupérer ses pouvoirs et son immortalité. Et ça, elle veut pas, elle veut juste être libre en fait. Athéna va quand même lui demander de lier son destin au sien, parce qu'elle a besoin de protection, étant donné qu'elle vient juste d'être trahie par sa propre sœur Artémis. Et donc elle a besoin de la protection de Laure, qui vraisemblablement est une combattante hors pair, pour les 7 jours que va durer l'Aegon. En échange de quoi, Athéna se propose de tuer elle-même la réincarnation d'Aristos, sachant que quand le descendant d'un héros tue la réincarnation d'un dieu, il récupère ses pouvoirs. Par contre, si c'est la réincarnation d'un dieu qui tue
la réincarnation d'un autre dieu, ou bien un dieu qui tue un dieu, les pouvoirs ne sont pas transmis, les pouvoirs disparaissent, tout simplement. Est-ce que c'est clair? J'ai beaucoup blablaté, il y avait beaucoup de choses à dire. C'est un résumé très très long. Et c'est absolument pas vous spoiler parce que je vous dis, je viens d'apprendre tout ça et je suis seulement page 70. C'est vraiment pour vous poser un peu le truc et vous expliquer comment ça fonctionne. Parce que c'était compliqué pour moi au départ de comprendre exactement. Il y avait des trucs qui étaient pour moi pas logiques ou pas suffisamment clairs. Maintenant c'est le cas. Donc je suis contente et j'aime énormément ma lecture. J'ai très très hâte de m'y replonger et c'est ce que je vais faire cet après-midi. Voilà. Donc je vous retrouverai un peu plus tard dans la journée pour vous dire, pour vous parler des livres qui sont sortis aujourd'hui et qui m'intéressent, parce qu'il y en a quelques-uns, et puis pour vous dire où j'en suis aussi dans Lore. Il est 19h47 et je vous reprends alors que je n'ai pas avancé dans Lore comme j'aurais aimé. J'ai fait d'autres choses cet après-midi, j'ai notamment bricolé un petit peu, donc j'aurais préféré ne pas avoir à le faire, mais j'ai fait une connerie qui m'a obligée à bricoler. Rapport au fait que je n'allumerai plus jamais de bougie. Probablement. Voilà, sans entrer dans les détails. Désolée pour les bruits de la machine. J'ai noté Thérapie du crime, je lui ai mis 18 sur 20 sur Livre Addict, 5 étoiles sur Goodreads. Il a une moyenne de 9,29 dans Copile. J'ai mis 9 au personnage, 9 à l'atmosphère, 9 au style, 10 à l'histoire, 8 à l'intrigue, 10 à la logique et 10 au plaisir. Et je vais vous parler des deux sorties du jour qui m'intéressent. C'est deux sorties en français, pour changer un petit peu. La première s'appelle L'Enfant Pan. C'est écrit par Arnaud de Ruel, c'est de la jeunesse et c'est une réécriture de Peter Pan. Je pense que vous pouvez vous en douter avec le titre et la couverture. Je n'en sais pas plus. Et le deuxième titre qui sort aujourd'hui et qui m'intéresse, qui est sorti aujourd'hui et qui m'intéresse, c'est le premier tome de la série Le Passeur d'ombre qui s'appelle Amour fatal. C'est écrit par Claire McFall. C'est un roman ado avec une jeune femme qui va faire une expérience de mort imminente. Elle va mourir. Et de l'autre côté, elle va faire la rencontre d'un garçon qui est censé amener les âmes du monde des vivants jusqu'au monde des morts. Il est censé la faire traverser. Sauf qu'ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. Du coup, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Et puis, je vais attendre que ça ait fini de cuire, manger. Et je vais me remettre à l'eau. Et je vais arrêter de procrastiner. Je vais essayer d'avancer mieux dans ce roman que ce que j'ai avancé hier. Et je vous dis à demain, du coup, pour la suite de ce vlog. On est samedi, il est 16h42. Et je vous reprends moins de 5 minutes. Juste pour vous dire que je n'ai rien à vous dire. Alors je vous ai pas pris hier, je suis rentrée, il était tard, ensuite j'ai fait des trucs, j'ai pas lu du tout. Je crois que j'ai pas vraiment avancé depuis la dernière fois que je vous ai parlé de Lore, donc je suis vraiment à la bourre parce que j'étais censée le finir hier et que j'ai toujours pas atteint la fin de la deuxième partie, je crois bien. Quelque chose comme ça. Donc sur les 5. Et voilà, donc je venais juste vous dire ça, que désolée pour hier de ne pas vous avoir repris, qu'aujourd'hui je vais pas vous parler beaucoup parce que j'ai pas grand chose à vous dire, je n'ai pas lu, j'ai pas de sortie à vous présenter, j'ai mes allergies qui m'ont pourri la vie toute la journée alors qu'il a fait super moche, je ne comprends pas ce qui se passe, mais c'est comme ça. Et du coup là je vais me concentrer aujourd'hui et demain sur ma lecture à fond. Il faut que je monte avant toute chose l'unboxing de la Fairyloot du mois de février pour vous le mettre en ligne là ce soir. Donc vous l'aurez normalement ce soir. Du coup je vous retrouverai demain pour vous dire un petit peu plus comment s'est déroulée ma fin de semaine, on va dire, avec la lecture de Lore. Et puis c'est tout, en gros. Voilà. Mais je pourrais vous parler un petit peu plus longuement demain parce que là je suis un peu fatiguée du coup, comme dit. J'ai passé une super journée niveau santé. J'ai l'impression que j'ai mon visage frotté avec une éponge, une toile émerie ou j'en sais rien, mais ça me gratouille de partout, c'est horrible. Voilà, donc j'espère que demain ça ira mieux. Bah, de toute façon vous verrez ça dans quelques secondes. Allez, à demain. On est dimanche, il est 19h45 et je viens pour clôturer le vlog de la semaine. Ça va être très rapide. Je pense que... c'est bon, pas je pense, j'en suis sûre. Oula, désolée, je vous cogne dedans. Je vous parlerai de Lore demain, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Je ferai peut-être aussi la notation sur Copile en direct, pas sûr, mais je vous donnerai ma note définitive demain. Je n'ai pas terminé. Je suis page 333, chapitre 40. Il me reste à peu près 130 pages. J'ai beaucoup avancé quand même aujourd'hui. J'ai mis énormément de post-it. J'adore. Voilà. J'adore. C'est vraiment chouette. J'aime énormément l'ambiance, j'aime les personnages, j'aime la façon dont l'histoire avance, les rebondissements, voilà.
tout est chouette, on a un mystère qui vient de survenir là, je sais pas ce qui se passe. D'ailleurs personne ne sait ce qui se passe, mais j'ai hâte de le découvrir parce que c'est hyper intéressant. Voilà, je suis contente. J'avais très très peur, hein. Je crois que je vous l'ai dit au début de la semaine que j'ai entendu pas des bonnes choses, enfin, sans entendre exactement ce qui avait dérangé les gens, j'ai entendu que pas mal de gens n'avaient pas spécialement apprécié leur lecture. Ce qui est dommage. Pour l'instant, moi, j'aime toujours autant. Bon, il reste 160 pages à l'autrice pour me décevoir si jamais. J'espère que ce ne sera pas le cas. Mais comme dit, je vous en reparlerai un peu plus demain. J'ai regardé depuis ce matin, je suis en direct sur YouTube pour regarder les lives de Maddy. Donc là, ça fait à peu près 1 heure, je pense, que c'est terminé. Un peu moins d'1 heure que c'est terminé. Et voilà, en gros, j'ai profité de ces reading sprints pour avancer à fond dans ma lecture parce que j'étais page 120 et j'ai quand même lu déjà 200 pages là depuis midi. Alors je vous rappelle, les reading sprints sont entrecoupés, j'ai pas fait que lire, j'ai fait d'autres choses aussi, j'ai préparé à manger, j'étais un petit peu sur mon téléphone pour faire des pauses aussi parce que 200 pages d'un seul coup en VO, faut s'accrocher quand même si l'histoire est vraiment fantastique et je pense que là les 160 dernières pages, je vais essayer de les lire d'un seul coup. De toute façon, il faut absolument que je le termine ce soir parce que demain, je commence la lecture commune du Royaume assassiné avec Sandra. Donc voilà, j'ai très très hâte. Il est découpé en 7 morceaux et je crois qu'on est à je sais plus, 70, 80 75, ouais, à peu près entre 70 et 80 pages. Par jour, mais c'est du français. En plus, il est illustré, donc il y a des zones de texte qui sautent. C'est écrit moyen, mais c'est vraiment très aéré. Donc ça devrait se lire très très vite et c'est une réécriture de La Petite Sirène, mais je vous en reparlerai plus demain en ouverture du nouveau vlog à venir. Aujourd'hui, je vous ai aussi monté l'unboxing de la Fairy Loot. C'est en ligne, certains d'entre vous l'ont déjà vu. Forcément, puisque pour vous, il aurait été déjà publié hier, aujourd'hui donc pour moi. Voilà, je suis de nouveau un peu malade. C'est agaçant parce que ça me fatigue énormément. J'ai entrecoupé ma lecture de plusieurs choses, dont des petits moments d'assoupissement qui sont vraiment pas agréables. Je crois que je vous l'ai déjà dit, mais je déteste dormir dans la journée en fait. Je suis patraque, après je me sens pas bien, j'ai plus d'énergie, alors que normalement c'est fait pour recharger les batteries quand vous faites une sieste en général. Moi ça a plutôt tendance à me casser toute ma journée en fait, donc je préfère éviter, mais malheureusement quand ton corps y suit plus, au bout d'un moment, à moins de me mettre des allumettes dans les yeux, ça va être compliqué. J'espère que ce vlog sera pas trop long parce que du coup il y a vendredi à sauter, hier je vous ai pas parlé très longtemps, là je vais pas non plus vous parler très très longtemps. J'ai commencé à monter ce vlog, vous l'aurez demain c'est sûr, mais il faut que je finisse de le monter parce que là j'ai plus envie, j'ai pas envie de bosser sur l'ordi. Je vous tourne juste ce petit plan pour vous dire au revoir et puis je finirai le montage demain. Voilà, du coup c'est tout pour aujourd'hui et pour cette semaine. Merci d'avoir regardé ce vlog jusqu'au bout et puis je vous retrouve demain pour vous et puis non, demain pour moi et la semaine prochaine pour vous. Ciao!